à tous les gens qui m'ont sollicité. Et quelle meilleure introduction que celle qu'a fait notre ami Jacob, parce que... Pascal. Bon. Pascal, Michel. Parce que j'ai rien à rajouter. Et en fait, ce que tu as dit, tu as parlé de l'accompagnement, de la prévention et de prendre soin. Alors, je vais faire quelques nuances parce qu'en fait, ça s'adresse à tous les malades. Et je veux dire dans ma petite présentation éclairage éthique, je vais essayer de vous dire, vous le savez déjà, mais je crois que la première chose à faire dans un hôpital, c'est de sensibiliser les soignants au fait que la personne en situation de handicap, et je vais vous dire ce que j'en pense, est quelqu'un d'ordinaire, de normal. Alors, j'aime pas le mot situation de handicap, et je suis légitime pour vous en parler, puisque je suis moi-même handicapé. J'ai un bras gauche paralysé, j'ai un plexus brachial, ce qui a expliqué mon parcours. J'ai été chirurgien, comme l'a dit Pascal. J'ai dû arrêter la chirurgie, ce qui est une rupture de vie, c'est une fracture de vie. La vie est fichue, ça n'a plus aucun intérêt. Et 20 ans après, je vous dis, la vie va très bien, merci, tout est parfait. Et donc, ma légitimité, c'est de vous expliquer que dans le fond, avoir un handicap, être vieux, être cancéreux, être diabétique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est comment on est pris en charge dans chacun des états dans lesquels on est. Alors, je ne vais pas vous parler de l'accès aux soins dont on a parlé, et je suis absolument à 100% pour la progression de l'accès aux soins de tout le monde, en particulier des handicapés. Je considère que je suis handicapé, hein. Situation de handicap, ça fait un peu poli. Vous savez que les femmes de ménage, on les appelle des techniciennes de surface. Hein ? Bon, et j'ai fait une formation avec des brancardiers qui s'appellent des agents régulateurs de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est brancardier. Mais on a tellement honte de dire à quelqu'un qu'il est brancardier qu'on invente un nom qui est encore une insulte au 2e degré. Donc, je suis handicapé, et je considère qu'il y a des personnes handicapées, et ça n'a évidemment aucun côté péjoratif. Donc, je vais essayer de m'atteler à la question de l'éclairage éthique. Alors, je ne vous parle pas de la définition que vous connaissez mieux que moi du handicap. Et le handicap, depuis les lois, c'est en fait toute l'élimination d'activité ou de vie en société. Activité ou vie en société. Et dans le fond, on voit altération substantielle de ce qu'on veut, polyhandicap ou trouble de santé invalidant, ce qui veut strictement rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble de santé invalidant? Ce qui nous pose la question, et je vais essayer de vous la clarifier, puisqu'on en a parlé, qu'est-ce que c'est que la santé? Alors on a parlé de redonner la santé. En fait, je m'élève contre ça, puisqu'il n'y a pas de santé. Nous sommes tous dans un état différent, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Mais on va en parler. Alors, on dit, le questionnement éthique, c'est quoi? C'est quand j'ai pas la solution. Alors, bravo et félicitations à la charte, aux injonctions, à l'organisation des référents, à la vigilance dans la certification que les hôpitaux ont une sensibilité au handicap, etc., etc. Bravo, mais ce sont des injonctions. La réalité, c'est qu'on n'a pas de solution toute faite. Sinon, on ferait une loi en disant premièrement, deuxièmement, troisièmement, voilà ce qu'il faut faire. Donc, on tâtonne, et c'est ce qu'on fait dans le questionnement éthique. On essaie de répondre à la question pour laquelle on n'a pas toujours la réponse, qui est la question « Que dois-je faire ?» Je vous rappelle que dans votre vie, vous vous posez sans cesse cette question, moi aussi, que dois-je faire de ma vie? Et vous n'avez absolument pas la réponse. Et vous l'aurez jamais, puisque c'est un questionnement sans fin, que ne se posent ni les plantes ni les animaux. Aucun poisson rouge se dit, est-ce que je continue à faire des tours dans le bocal? Il ne se dit pas, qu'est-ce que je vais faire cet été, ou qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain? Il fait des tours parce qu'il est poisson rouge. Un être humain, non, il a besoin, et on l'a dit, de donner du sens à sa vie. Et on va voir ce que ça veut dire. Alors, devant le handicap, premièrement, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un malade? Je le conteste, évidemment, au moins définitivement. C'est-à-dire on peut être malade ponctuellement, mais certainement pas définitivement. Que peut en faire la médecine? Et on va voir que ça pose des questions. Quelle est la médicalité de la médecine? Tu disais, Pascal, tout à l'heure, que l'hôpital a une mission médico-sociale, et il ne faut pas que le médico-social englobe trop la mission de l'hôpital, sinon c'est plus un hôpital. Si en chirurgie vous mettez des SDF et des gens dont on a besoin de s'occuper, bien entendu, mais qui n'ont rien à faire en chirurgie, ben, vous supprimez la chirurgie. Donc il y a un moment où la médicalité doit être un peu clarifiée. Et puis évidemment, quelle est la dignité des personnes et quel est le regard qu'on porte sur une personne handicapée, comme on porte sur une personne âgée, comme on porte sur une personne cancéreuse et comme on le porte sur un diabétique ou
quelqu'un d'autre. Alors on commence par la maladie évidemment. Pardon, hein, ça ne marche pas très bien, mais on va y arriver quand tu veux. On ne va pas y arriver. Voilà. Le handicap est-il malade ? Eh bien, la maladie, c'est une altérité, et comme disait Canguilhem, le pathologique doit être compris comme une espèce de normal. Il n'y a pas d'anormalité, il y a plusieurs états d'être au monde qui tous se valent. Donc, la personne handicapée est dans un état normal de handicap, malheureux, ou héréditaire, ou accidentel, mais ça ne change rien à son état d'être humain. Le normal et le pathologique, c'est simplement une différence de degré, mais pas de nature, et dans le fond, le handicap n'est pas et ne doit pas être une perte de sens. Alors évidemment, on a parlé de l'accès aux soins, et il est évident que plus on bloque l'accès aux soins des personnes handicapées, plus on altère leur qualité de vie, entre guillemets. Donc c'est quelque chose contre lequel il faut évidemment lutter. Mais pour autant, même si, et il le faut, on permet à toutes les personnes handicapées d'accéder normalement, le plus normalement possible aux soins. Je vous rappelle qu'il y a des personnes en ruralité qui ont de grandes difficultés d'accès aux soins et qui ne sont pas handicapées, soi-disant physiquement. Donc le problème, tout en étant particulier dans la question du handicap, est un peu général. Donc il n'y a pas de perte de sens à être handicapé, c'est pas une maladie. C'est la première chose. Qu'est-ce que c'est qu'être malade ? C'est ne pas bien habiter le monde. C'est l'étymologie mal habitus. C'est être exclu hors de la vie. On peut être exclu hors de la vie sans que, dans le fond, il y ait un problème d'état. Vous pouvez vous dire, quand je pense que bientôt c'est Noël et qu'on va faire le repas dans la famille avec ce cousin et ce beau-frère complètement débile qui va raconter que des âneries, rien que d'y penser, ça me rend malade. Quand vous pensez que demain il va pleuvoir des trombes et que vous adorez le beau temps, vous dites rien que d'y penser, ça me rend malade. On voit bien que le mot malade veut dire j'habite pas bien le monde, quelles qu'en soient les raisons. Ça peut être une raison physique ou organique ou ce qu'on veut. Mais ça nous fait différencier l'état dans lequel je suis au monde avec la possibilité dans cet état de continuer d'exister comme une personne ordinaire. C'est que ça la vie, hein. Est-ce que je peux continuer d'exister comme une personne ordinaire, j'allais dire normale, comme tout le monde? Est-ce qu'une personne âgée dépendante peut exister comme tout le monde? Ben oui, si on lui permet d'exister. Si on le nourrit, on le loge, on le protège du chaud, du froid, et qu'on le met dans un endroit magnifique où on a tout repeint en verre vomi avec un plafond en polystyrène expansé et qu'on lui demande d'être heureux d'exister, il va vous dire ça vaut plus le coup. Et on se sert de ça en disant les vieux n'ont plus envie de vivre. C'est totalement faux. C'est qu'on les empêche de pouvoir donner du sens à leur vie, c'est-à-dire qu'on considère que leur état est rédhibitoire pour pouvoir exister. Idem pour le handicap, idem pour le cancer, idem pour beaucoup d'états dans lesquels on peut être dans le monde. Parce que la vie, tout court, sans être handicapé, pourrait être complètement absurde. La vie nous a été donnée, personne n'a dit « j'ai envie de naître ». Et à partir du moment où vous êtes né, vous faites que changer d'état, votre état d'être au monde fait que changer. Vous étiez nourrisson, petit enfant, jeune adulte, et nous nous souhaitons tous de devenir des beaux et belles vieillardes avec des rides et des cheveux tout blancs. Et un peu de corpulence parfois. Est-ce que c'est grave ? C'est absolument pas grave. Mais la société voudrait nous dire « mais non, tu es altéré ». Je vous rappelle que le mot « altéré » veut dire « devenir autre ». Ça n'a jamais voulu dire « devenir pas bien ». Or, on considère, et on en parlait en plaisantant avec Pascal, qu'on est toujours le vieux de quelqu'un. Mais on est toujours le jeune de quelqu'un aussi. Hein. Moi, j'ai un petit-fils qui a 7 ans que je fais conduire sur mes genoux à la campagne, sur ma voiture, il tourne le volant. Hein. Et il m'a dit cet été... Ta voiture, elle me plaît beaucoup. Hein. Je dis, bah oui, dès que tu es mort, tu me la donnes. Ça veut dire que pour lui, à 7 ans, ça va pas tarder. Mais il a raison, il a objectivement raison, et je lui souhaite d'avoir raison. D'ailleurs, est-ce que pour autant, je me dis, ma vie est fichue? Pas du tout. Donc ça n'a aucun sens d'appliquer une temporalité sur notre vie, ça n'a aucun sens d'appliquer une valeur de notre état d'être au monde. Le handicapé est une personne comme tout le monde qui a le droit de pouvoir exister comme tout le monde. C'est fondamental de le dire parce que c'est évident. Alors évidemment, c'est la question du sens de la vie, et vous savez que Albert Camus avait écrit dans les premières pages du mythe de Sisyphe, la question fondamentale de la philosophie est la question du suicide. La vie vaut-elle ou non le coup d'être vécue? Et il répond évidemment, bien sûr que ça vaut le coup. Hein. Puisque vous dites à un martien, tu sais pas pourquoi tu es né, tu fais que changer d'état, il n'y a pas un état qui est stable, et à la fin tu meurs et au passage tu as des tas d'accidents ou des tas de malheurs ou de choses qui t'arrivent, d'accidents. Le martien vous dirait, flingue-toi au berceau, ça ira plus vite.
Et Camus dit, mais non, il faut donner du sens à cette vie qui apparemment est une absurdité. Et on voit bien à travers ça, qui est une généralité, que le handicap pourrait nous paraître, pour nous, je suis handicapé, mais c'est pas dramatique non plus, mais qui pourrait nous paraître une absurdité. Il n'y a pas d'absurdité dans le handicap. Il n'y a pas d'absurdité dans la vie. Le but de la vie, c'est d'essayer de donner du sens à cette vie. Et c'est ce que dit Camus, le sens de la vie est la plus pressante des questions. Vous savez qu'il assimile, il fait la métaphore de la vie humaine avec le mythe de Sisyphe. Sisyphe a été condamné par Zeus à pousser un rocher sur une montagne, et chaque fois qu'il arrive en haut, le rocher retombe et il recommence. C'est une absurdité, autant ça n'a pas de sens. Et en fait, Camus dit, par métaphore, on peut imaginer Sisyphe heureux, si on considère que la vie humaine pourrait se comparer à cette absurdité, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut se débarrasser de ces représentations, comme le dit aussi François Chang, qui fait un peu chinois quand même. Et il n'est pas français ce type. Vous avez vu la tête qu'il a? Il n'est pas français, il est chinois, non? Oui, il est archi-français, il a vécu 15 ans en Chine et 80 ans en France, il est à l'Académie française, mais il n'a pas une tête de français. C'est intéressant, il est différent, donc il n'est pas français. Mais c'est quoi être français? C'est accepter les valeurs qui portent la France, la Constitution et tout. C'est quoi être handicapé? C'est pas ressembler aux autres, mais c'est être une personne absolument comme les autres, avec des différences. Et ça nous ouvre un peu l'esprit sur ce qu'on veut dire évidemment. L'homme est le plus nu des êtres vivants, on va mourir et il peut nous arriver plein d'accidents. Et cette blessure narcissique, comme le dit Freud, cette Hyphlogiskeit, nous a poussé plus ou moins inconsciemment à essayer de transformer notre condition. Ce qui nous a fait formater, on est imprimé de ça depuis tout petit, et en médecine en particulier, que dans le fond, j'ose dire ce mot horrible, le handicapé, c'est un anormal. Quand j'étais petit, mes parents, qui étaient paix à leur âme, qui étaient des gens très bien pourtant, me disaient non mais ça c'est des anormaux. C'est des gens pas normaux. Donc il faudrait que la science et la médecine arrivent à les rendre normaux. Donc on ne peut pas accepter quelqu'un qui n'est pas dans la norme. Et c'est ça le plus grand travail des soignants, d'accepter la différence. Et on va le revoir, et je crois que c'est ça le nœud du problème. Et c'est pour ça que ce que disait Pascal sur la prise en charge, s'occuper du secteur des handicaps et des handicapés, c'est fondamental et j'approuve à 200%, mais on peut le généraliser à tout le monde. Il faudrait que les diabétiques fassent pareil, il faudrait que les personnes âgées fassent pareil, il faudrait que les cancéreux fassent pareil, il faudrait que l'hôpital s'occupe de tout le monde à égalité. Tu parlais tout à l'heure de la prise de conscience du handicap à l'hôpital. Alors je l'ai vécu en tant que malade, handicapé, VIP à Marseille, on me connaissait un peu, le pauvre monsieur Caillol a eu ce plexus brachial, mon Dieu, on va super bien s'occuper de lui. Et quand je sors de réa, dans mon lit de, on va dire, tiède, deux exemples pour vous dire que les gens adorables n'ont pas été sensibilisés à la prise en charge particulière de malades particuliers, handicap ou diabétiques ou cancéreux ou plein d'autres. Et donc quand je peux enfin manger, comment enlever mes perfusions, la ménagère et l'aide-soignante adorable me dit « Monsieur Caillon, on est trop content, vous allez pouvoir manger ». Et voilà qu'on m'amène sur mon lit où j'étais à 160 degrés, la tablette ici, avec la biscotte, le yaourt et la tranche de jambon. Vous avez compris comment ça s'est passé, n'importe comment. C'est-à-dire elles m'ont laissé avec ça, adorable, sans penser que dans mon cas particulier, on aurait dû m'aider à me mettre un peu assis, à baisser la table et à ouvrir la biscotte et le yaourt. Et c'est pas des gens méchants du tout. Hein. Et j'étais VIP, vous imaginez Monsieur Lambda, hein. On lui aurait mis au fond de la chambre en disant bah, « tu peux aller chercher », etc. Et le deuxième exemple, j'ai appris pendant mon accident que le bras gauche ne marchait plus. Donc quand j'ai pu me lever et faire ma toilette dans l'hôpital où j'étais VIP, chochoté, vraiment très bien pris en charge, je mettais automatiquement le matin à côté de mon lavabo, mon dentifrice ouvert, à droite, avec mon rasoir, et ma mousse à raser. Et bien tous les lendemains, c'était à gauche, avec le dentifrice fermé à fond. C'est ce qu'on appelle la maltraitance ordinaire, la maltraitance involontaire qui fait que le soignant considère qu'il n'y a plus de spécificité parmi les malades, et Pascal l'a bien dit, ce ne sont plus des malades, ce sont des maladies ou des organes. Ben lui c'est le paralysé du 10, lui c'est le cancéreux du 12, lui c'est le diabétique du 14. Et c'est ça le plus grand danger.
pour lequel il faut resensibiliser les soignants. Je parle ici, vous l'avez compris, quand nos personnes handicapées sont à l'hôpital et non pas avant, comme l'a très bien dit Pascal. Alors évidemment, la médecine s'est toujours occupée de notre vulnérabilité et c'est tant mieux que la médecine améliore la survenue de handicap, que la médecine améliore la réparation des handicaps lorsqu'il y en a, etc. Bravo, ça a toujours existé. Mais il y a une petite déformation qui dit, puisque notre condition est épouvantable, rappelez-vous ce que je vous ai dit de Freud, cette blessure narcissique, on ressemble à rien, on est minable, c'est la tendance du transhumanisme actuel. On est tellement minable qu'il faut se débarrasser de ce corps qui ressemble à rien, etc., etc. Et dans la foulée, vous connaissez le mythe de Prométhée, hein, c'est un demi-dieu à qui Zeus demande de donner toutes les qualités à tous les êtres vivants. Il charge son frère Épiméthée de donner ça parce qu'il n'avait pas le temps. Épiméthée vide le sac auprès de tout le monde et quand arrive le singe tout nu, l'homme tout nu, il n'y a plus rien. Donc l'homme est tout nu, l'être humain, il n'a pas de fourrure, il n'a pas de croc, il n'a rien, il doit se débrouiller dans la nature, il n'est absolument pas adapté d'après ce mythe. Du coup, Prométhée va voler le feu et l'organisation politique à l'Olympe, ce qu'il a évidemment puni. Il a eu le foie dévoré par un aigle tous les jours, le foie régénère la nuit, et c'est en fait, il a été puni ad vitam, hein, c'est l'enfer. Pour dire que si je veux, de manière un peu technique, un peu naïve, un peu, soi-disant progressiste, vouloir transformer les êtres humains selon une norme que je considérerais comme étant une norme acceptable, je risque d'entraîner au contraire de la démesure et de la barbarie. Alors le meilleur moyen de cette barbarie, c'est de supprimer les handicapés. Hein. Comme ça, ils y sont plus, on est tous normaux. Évidemment, c'est l'horreur. Mais l'horreur à l'envers, c'est de dire ce sont tous des personnes qui ont un problème d'insuffisance quelque part, et je vais donc essayer, par la médecine et par la science, de corriger cette insuffisance. Et du coup, la médecine voudrait devenir comme maître et possesseur du corps humain, ce qui n'est pas son rôle. La médecine doit simplement réparer quelques accidents de la nature et essayer de transformer. Est-ce qu'on transforme beaucoup de gens ? Je vous rappelle que les personnes âgées sont toujours âgées, les cancéreux toujours cancéreux, les diabétiques toujours diabétiques, les paralysés toujours paralysés, et les handicapés mentaux souvent toujours handicapés mentaux. La médecine ne transforme pas beaucoup les gens, mais peut-être que la médecine est là pour, comme l'a dit Pascal, accompagner. Et si on continue, on peut dire que le danger de cette médecine qui voudrait idéaliser, c'est qu'elle dit, dans le fond, l'idéal, ça devient la santé. Et la santé devient un idéal, et c'est pour ça que je vous dis, la santé n'existe pas. La santé n'existe pas. Comme le disait Gadamer, qu'est-ce que c'est que cette chose mystérieuse qu'on ne comprend pas et dont on n'a pas idée tant que soi-disant on est en bonne santé et qu'on comprend quand il nous arrive un problème. Alors je vous parle avec impudeur de moi-même, vous m'auriez dit 6 mois, 1 an, quelques jours avant mon accident, tu vas arrêter la chirurgie, tu vas arrêter le saxophone, tu vas arrêter la voile. J'aurais dit mais la vie ne vaut plus le coup, tout est fichu, je serais dans un état épouvantable. Ça fait 20 ans, tout va bien, mais il m'a fallu une petite période. C'est-à-dire que oui, on peut exister avec un handicap, quel qu'il soit, à condition d'être accompagné. On va le voir. C'est pas rédhibitoire. Et évidemment, si on prend la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Si vous avez rencontré quelqu'un dans cet état, vous m'appelez. Et si vous pensez que quelqu'un peut exister dans cet état, vous me téléphonez. On est dans l'absurdité. On veut créer un idéal qui n'existe pas, et c'est ce que je vous ai dit, on veut formater, on veut normer. On veut que les gens ressemblent à l'idée qu'on a d'une personne humaine. C'est pour ça que je vous ai taquiné en vous montrant François Cheng, qui a une tête de Chinois et qui est français. C'est ça qui est important. Alors, si on continue dans cette aventure, on peut dire que le premier malentendu, c'est, comme on dit chaque année en janvier, alors moi je m'amuse à le dire aux étudiants, je leur dis, mais alors en janvier, vous allez me dire bonne année, parce qu'on dit toujours bonne année, mais surtout bonne santé. Donc, monsieur Gaël, mauvaise année. Mais non, mon année va très bien. On peut être très heureux avec un handicap, on peut être très heureux avec un cancer, on peut être très heureux avec un diabète, je pèse mes mots. J'ai mon ami Jean-Marc Lapiana à Gardanne qui s'occupe de soins palliatifs, qui vous dit que lorsqu'on accompagne correctement, humainement, etc., des personnes cancéreuses métastatiques dont la temporalité est courte, qui dépassent en général pas 3 mois et encore, eh ben ils sont aussi heureux de vivre que nous à 80%.
Quant à la temporalité, petite parenthèse, je viens de Marseille, peut-être tout à l'heure je vais me faire écrabouiller par un poids lourd et vous direz, on l'a vu 3 heures avant sa mort, hein, vraiment. J'ai l'impression d'être en soins palliatifs. On voit bien que ça ne veut rien dire. Tant qu'on est vivant, on n'est pas mort, et tant qu'on n'est pas mort, on peut donner du sens à sa vie, c'est-à-dire exister, à condition qu'il y ait des soignants, des personnes qui veuillent bien prendre en compte ma petite particularité, sans vouloir la transformer et sans vouloir en faire une différence insupportable. C'est la prise en charge du handicap, évidemment. Alors, on peut dire que dans le fond, la santé n'existe pas, je vous l'ai assez dit, que le but des soignants et le but de la prise en charge à l'hôpital, c'est pas tant de transformer l'état des gens. Je vous ai dit que faites le compte, on ne change pas beaucoup l'état des gens. Même en orthopédie, on n'a jamais guéri l'arthrose, hein, on met des prothèses. Mais les gens, ils sont toujours arthrosiques. D'ailleurs, après, on leur opère l'autre genou, l'autre hanche, et heureusement, hein, sinon, on n'aurait plus de travail. Hein, je plaisante évidemment. Mais on ne change pas beaucoup l'état des gens, on rêve, on les améliore autant qu'on peut. Mais je vous rappelle qu'il vaut mieux ne pas avoir de prothèse qu'en avoir une, même si la prothèse rend le service, évidemment, etc. C'est ça dont il faut avoir conscience. Alors, on peut dire que dans le fond, toute vie humaine est une vie, que le schéma idéal, santé idéale, dont on vient de dire que c'est une aberration, une abstraction, on se dégrade, on s'altère, altère au lieu d'être comme ça, c'est comme ça. On finit par mourir, et donc c'est une pente descendante. Non, c'est horizontal. On est tous dans un état différent qui, chacun de ces états se vaut, à condition que dans chacun de ces états, je puisse donner du sens à ma vie, c'est-à-dire exister. Et quand j'y arrive pas, il faut que quelqu'un m'aide. C'est la place des soignants, des accompagnants, etc. Alors c'est important qu'il y ait des référents handicap dans les hôpitaux, et c'est important que tout le monde se parle, que les référents parlent à tout le monde, aux infirmiers, aux médecins, on l'a assez dit. Et Dieu sait si les médecins sont rarement dans ces colloques. J'en suis un, mais par accident, par accident à l'envers. Mais on voit bien que c'est fondamental de prendre ça en compte. C'est-à-dire que permettre de vivre, oui, le poisson rouge, vous mettez de l'eau et des graines. Le poisson rouge, il est ni content ni pas content, il est poisson rouge. Il fait des tours, on n'a jamais vu un poisson rouge sauter en disant c'est pas une vie, j'arrête les frais. Un être humain, il fait pas que vivre. On le nourrit, on le loge, on le protège du chaud, du froid, oui, mais en plus, et je crois que Pascal l'a bien dit, on lui permet d'exister quel que soit son état. Et le problème, la solution, c'est qu'il n'y a aucun critère normatif d'existence. Vous avez constaté que j'ai raté ma vie. J'ai pas une Rolex à 40 ans, je suis foutu. Mais il n'y a pas que la Rolex à 40 ans qui est une aberration. Le cancer n'est pas rédhibitoire, la vieillesse n'est pas rédhibitoire, et le handicap n'est absolument pas rédhibitoire pour pouvoir exister. C'est quoi exister? C'est essayer de répondre à la question « Que dois-je faire de ma vie ?» On s'imagine qu'il n'y a que nous qui avons un état mental correct qui peut se poser cette question, mais tous les êtres humains, tous se posent la question, et sans doute même les handicapés mentaux, et même les autistes IMC comme ton fils. J'en ai côtoyé et j'en vois. Bien sûr, au début on est impressionné, Rappelez-vous Marcel Mus, un polyhandicapé qui est sur peut-être vous le connaissez de nom, qui dit de lui « je suis un choc visuel ». Il a raison, quand vous le voyez, vous êtes scotché. Eh bien, il donne du sens à sa vie dans l'état dans lequel il est. Si à l'âge, avec mon bras paralysé, je voulais continuer à faire du saxophone, j'y arriverai jamais. Donc je peux me martyriser de ne plus y arriver. Mais si par contre, on m'a permis de faire autre chose pour donner mon sens à ma vie dans l'état dans lequel je suis, tout est possible. Tout est possible jusqu'au dernier moment. Tolstoï disait, c'est pas les années qu'on a vécues qui comptent, celles-là, les carottes sont cuites, c'est celles qui nous restent à vivre, puisqu'on va inventer le monde. Inventons le monde avec nos frères en humanité handicapés. Alors évidemment, le handicap, ça fait peur. Il y a peur de la peste, il y a peur du Covid, il y a peur du cancer, il y a peur de tout ce qu'on veut. Et devant une personne handicapée, j'insiste bien, en situation de handicap, vous avez bien compris, les soignants en général, et je donne des cours à des étudiants, ils sont gênés. Ils sont gênés et c'est normal d'être gêné. Je vous ai dit que je suis allé dans un institut médico-psycho-pédagogique à l'Institut Le Courbe à Paris, où le premier jour, on se prend une claque. Oui, Marcel Mus a raison, c'est un choc visuel. J'avais fait une conférence dans ce centre où je disais que la santé, ce que je vous raconte, et il y a une maman qui est venue le soir en me disant merci d'avoir dit ça, parce que moi, ce qui m'horripile, c'est quand je me promène avec ma fille, c'est le regard des gens. Et si vous aviez vu sa fille, elle est sur un fauteuil spécial, elle est IMC, encéphalopathe, elle ressemble à rien.
Objectivement parlant, c'est brutal et vilain. Vous avez bien compris que c'est un être humain à part entière et il n'y a aucun problème. Et ce que je lui ai dit, mais non, c'est vous qui n'acceptez pas qu'on la regarde comme une personne qui est remarquable. Elle est normale qu'elle soit remarquable, parce que vous aimeriez qu'on la remarque pas comme si elle était comme tout le monde. Eh bien, elle n'est pas comme tout le monde. Acceptez la différence de votre fille, vous serez plus heureuse et vous ne lui renverrez pas, plus ou moins inconsciemment, un regard négatif. Elle s'est mise à pleurer et tout, elle a changé, elle m'avait écrit merci, etc. C'est tout bête, hein. Je crois qu'attention aussi à notre propre regard. La personne en situation de handicap à l'hôpital, et les jeunes étudiants le ressentent, elle nous dérange. Ça nous dérange. Ben, il faut apprendre à être dérangé, ce qui est normal, mais à faire quelque chose, à sublimer ce côté remarquable. On ne peut pas dire non, moi ça ne me touche pas, mais c'est pas vrai, c'est un mensonge, ça touche tout le monde. Mais il faut de cette impression, de ce premier sentiment qui est un peu agressif, en faire quelque chose, et là ça change tout, évidemment. Alors si on continue, on peut dire qu'il faut donc changer de regard. Il y a le regard d'autrui sur le handicap, et il y a le regard du handicapé lui-même. Alors je vous donne une petite anecdote pour vous dire que le handicapé n'est pas exempt de toute responsabilité. J'ai donc un bras gauche qui ne marche pas, je vais en Corse prendre le bateau avec la compagnie italienne Corsica Ferry, mais peu importe, je dis italien parce qu'ils étaient un peu plus extravertis, et au bar je demande au garçon de bar de me donner une petite bouteille de San Pellegrino. Il me la donne, et sans que je lui dise rien, je lui dis « Est-ce que vous pouvez me l'ouvrir ?» Et il me dit « Ouais, je te fais les chaussures aussi, et puis qu'est-ce que tu veux quoi? Pourquoi je te l'ouvrirai ?» Il avait raison. En fait, je l'ai humilié parce qu'il a fallu que je lui dise « Mais je ne peux pas l'ouvrir tout seul. Mon Dieu, pardon, excusez-moi. » Mais il n'avait pas à dire « Pardon, excusez-moi. » C'est moi qui l'avais humilié puisque je n'ai pas osé. Alors, je parle du handicapé qui a un peu de raison rationnelle, on va dire. Mais vous voyez que le handicapé aussi, il a aussi une responsabilité. C'est pas parce qu'il est handicapé que tout est permis. J'ose le dire. Et je vous redonne une anecdote que j'avais donnée à Nora lors d'une précédente conférence. Mon fils est dans une école après mon accident, peu importe, je le mets dans une école un peu stricte, et il me dit, bah tiens, il avait horreur d'y aller et tout. Il a d'ailleurs très bien marché après, mais peu importe. Et il me dit, bah tiens, dans cette école, ils veulent qu'on accompagne les gens qui vont à Lourdes dans ce truc à la noix, etc. Il croit que... Il se taquine, et il dit, bah j'ai dit que toi, tu étais volontaire pour aller les chercher, les amener à la gare. Rien à dire, c'est de bonne guerre. Vous voyez là, quand il est revenu de Lourdes, il a été scotché. Il n'est pas croyant, enfin il n'est pas croyant, il n'est pas baptisé et tout, mais il m'a dit quand même, il y a un truc, quelle que soit la croyance des gens, on ferme la parenthèse. Donc je vais à 6h du matin dans un immeuble chercher 2 personnes handicapées, et à l'époque j'avais mon bras sur une écharpe. Donc on voyait que j'étais handicapé. Donc je sonne, et il y a, comment elle s'appelait, Hortense ou je sais pas qui vient avec sa canne, qui dit « Gustave, viens voir qui ils ont envoyé !» L'air de dire qu'est-ce que c'est que cet horrible handicapé qui vient nous amener à la gare. Vous voyez la violence du handicap, il y a des gradations, alors qu'elle avait peut-être une petite arthrose du genou, j'en sais rien. Bon, je l'ai amenée à la gare de manière efficace et ferme. Mais pour vous dire que le handicapé a une responsabilité, tout ne lui est pas permis. Je parle du handicapé relativement conscient, vous avez compris. Donc on ne peut pas tout exiger. Comment vous dire, je fais l'avocat du diable, je ne peux pas louer de voiture. C'est pas normal. Il faudrait donc qu'on dise, mais c'est officiel, je n'ai pas le droit de ne pas pouvoir louer de voiture. Mais il faudrait donc que 6 mois avant de louer une voiture, je demande à la société de location de me prévoir une voiture avec la boule et les clignots, etc., qui soit automatique. Et comme ils vont en louer une par an, ils vont me la faire payer 15 fois le prix. Donc de fait, je ne peux pas louer de voiture. Ben, c'est comme ça. C'est le handicap, malheureusement, dans la société, peut pas tout avoir. Ça ne veut pas dire que la société est minable. Ça veut dire qu'il y a des limites des 2 côtés. Mais j'insiste bien, vous avez compris, sur la première limite, c'est le regard d'autrui sur le handicap. Vous vous rappelez qu'au départ, le mot handicap, c'est la main dans le chapeau. C'est qu'on pénalise, je faisais des régates à la voile, les bateaux très longs vont plus vite que les bateaux très courts. Donc quand vous faites une régate, les grands bateaux partent après, selon un handicap, pour que les chances soient équilibrées. On est dans la compétition. Bon, on voit que c'est pas très bon. Ensuite, historiquement, c'était l'insuffisance des habitudes ou du caractère qui empêche un jeune, en général, d'être adapté à la société. Ça s'appelait les maisons de redressement. C'est une horreur, hein. La compétition, c'est limite.
le redressement c'est une horreur, et évidemment, lorsque la société vous a entraîné en handicap, notamment après la Première Guerre mondiale, on a évidemment créé des centres de rééducation pour rééduquer. Donc soit on les met en compétition, soit on les redresse, soit on les rééduque. On voit bien qu'il faut changer complètement de regard, et il faut dire dans le fond que le handicap doit être intégré autant qu'on peut, et l'environnement doit adapter autant qu'on peut, et Pascal milite suffisamment, et vous, pour ça. Mais je pose une petite limite, vous n'arriverez pas à l'idéal. L'hôpital ne pourra pas être absolument accueillant à égalité pour tout le monde. Mais c'est pas grave, à condition que la dimension humaine de la prise en charge, je préfère la prise en charge que le prendre soin, puisque je prends soin de ma télécommande, hein. Je prends soin de ma voiture, mais je ne prends pas en charge ma télécommande. Prendre en charge, c'est porter, c'est lourd, c'est fatigant, c'est une responsabilité. Et dans le soin, on est plus là-dedans, évidemment. Alors, dans le fond, développer les différences ou les nier, vous avez compris que la différence est créatrice de liens sociaux. Nous sommes tous différents, et heureusement, quelle horreur si nous étions tous blonds aux yeux bleus ou noirs aux yeux verts, ou tous uniformes, une seule forme. Et on sait bien que, évidemment, la question d'autrui est fondamentale. Je ne peux pas vivre sans autrui. Et autrui est toujours différent de moi. Je vais habiter une maison à la campagne où vraiment il n'y a pas de vis-à-vis, je vois personne, personne m'embête, je suis enfin seul. Et de temps en temps, c'est pas vrai, hein, j'habite pas là. Hein. Et enfin, de temps en temps, je vais au restaurant. Qu'est-ce que vous faites au restaurant? Vous dites bonjour monsieur, dame, vous mangez dans votre coin, mais vous avez vu du monde. Et voir du monde, ça nous nourrit. Voir autrui, c'est indispensable. Vous savez que Robinson Crusoe, qui est un personnage de fiction, s'est créé une noix de coco qu'il a appelée Vendredi pour pas être fou. Sans autrui, on est fou. Et autrui est forcément différent de moi, sinon on serait dans l'enfer. Hein? On voit ce que c'est que l'enfer. Bonjour l'uniformité. J'aime bien cette phrase de Einstein. La personne humaine libre, créatrice, sensible, façonne le beau et le sublime, alors que les masses, entraînées, etc., c'est l'horreur. Plus on favorise la spécificité de chaque être humain, handicapé ou non, mieux c'est, et à l'hôpital évidemment, et je vous l'ai dit, il faut développer la prise en charge du handicap, oui, bravo, mais en général de tous les malades. On pourrait presque ne pas faire, facile à dire, difficile à faire, ne pas faire de différence, dire pour tous les malades, il faut les accompagner, prévenir, ce que tu as très bien dit, évidemment. Alors si on continue, on peut dire que le regard est fondamental. Vous avez le regard lévinassien qui est le regard qui envisage et le regard objectif qui dévisage. Quand vous êtes amoureux ou que vous voyez vos enfants ou que vous les adorez, comment ils sont? Mais alors, on se regarde dans le blanc des yeux, on ne connaît même pas la couleur des yeux. Pour la petite anecdote, j'ai une fille aînée, donc premier enfant. Quand elle est née, c'était le plus bel enfant du monde. Vous avez l'air d'en douter. Merci. C'était le plus bel enfant du monde. Et quand nos amis qui venaient la voir n'étaient pas devant le berceau en disant « mais quel magnifique enfant », on disait « mais ils n'ont rien compris, ils sont complètement... Hein, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont idiots. » Et elle a eu 40 ans, donc il y a fort longtemps. Et pour ces 40 ans, on a sorti les films et les photos. C'était un très vilain bébé. Mais pour nous, on l'avait c'est une très belle femme, mais on l'avait envisagé. C'est ça le regard. Et vous le savez très bien, il y a le regard qui méprise. Hegel, un philosophe, disait que ce qui nous restaure dans notre dignité, c'est le regard des autres. Quand vous regardez un SDF, vous le reconnaissez, vous le réconfortez dans sa dignité d'être humain, même si malheureusement vous l'amenez pas à la maison pour s'occuper de lui. On peut pas le faire, hein, c'est comme ça. Même si la société, évidemment, devrait le faire. Alors, on peut dire que on ne regarde pas une personne comme on regarde une chose ou même un animal. On dépasse son apparence corporelle et c'est le plus important dans le soin. C'est ce que tu as dit quand la médecine, avec un grand M, appelle le malade, le cancéreux, le diabétique, le paraplégique ou l'arthrosique. Non, c'est Monsieur Dupont, Madame Dupont, etc., etc. Et on peut dire que dans le fond, la dignité des personnes est fondamentale. C'est écrit dans notre Constitution.
Et vous savez que le personnage, ça vient du masque que mettaient les Grecs et les Romains avec un petit trou persona à travers lequel on parlait. Donc le personnage peut être un héros, c'est les acteurs. Mais si vous enlevez le masque, il reste la personne. Le personnage est substituable, la personne est unique et insubstituable. Elle a ce qu'on appelle une dignité. Et je vous ai montré Petrucciani, que tout le monde connaissait, j'imagine, qui ressemble à rien. Un chat est un chat, mais qui était un pianiste remarquable et qui était une personne humaine à part entière. Moi, je suis allé le voir plusieurs fois. On le soulevait pour qu'il applaudisse le... Bon, et alors, c'était un être humain avec une particularité, mais c'est son problème, c'est pas le nôtre. Il faut le regarder comme un être humain absolument ordinaire. Et le respect de la dignité, vous connaissez tous l'arrêt Perruche. On ne va pas polémiquer pour savoir est-ce qu'il y avait de l'excès là-dedans. Nul ne peut se prévaloir de sa naissance comme d'un préjudice. À partir du moment où je suis sorti du ventre de ma mère, quel que soit mon état, etc., je suis une personne humaine à part entière. Ce qui veut dire qu'un handicapé est une personne humaine à part entière, si c'est de naissance, ce qui ne veut pas dire qu'on va s'obstiner à le maintenir en vie si ça ne vaut pas la peine et tout, et qu'on va certainement pas le tuer, mais peut-être le laisser mourir naturellement, c'est un autre débat. Ça ne veut pas dire qu'on va, vous avez très bien compris, qu'on ne va pas s'obstiner à réanimer tous les enfants nouveau-nés qui ont un problème trop grave. La dignité, on le sait, dépasse toutes nos caractéristiques, qui peuvent être physiques, mentales, sociales, évidemment. Donc ça ne se discute pas, on le sait. Et le sujet handicapé, c'est un sujet qui doit être reconnu comme capable d'agir. Et la reconnaissance, c'est plus qu'une évaluation objective. Quand vous faites des tableaux de performance, ça a un côté un petit peu objectif, un petit peu déshumanisant. Quand vous reconnaissez, vous voyez le film Le Dîner de cons où il y avait Jacques Villeray qui était le personnage qui jouait au con. Son but dans sa vie, a priori, c'était de faire des maquettes d'allumettes. On se dit quelle ânerie. Mais non, si c'est son problème à lui, bravo, on peut le reconnaître. Ok, tu fais des maquettes d'allumettes, c'est ton problème, etc. On peut dire ça. Et on voit bien que dans le fond, on a plusieurs prises en charge du handicapé. Il y a ce que disait Murphy, qui était lui-même un universitaire nord-américain qui a été paraplégique et qui a trouvé qu'en étant paraplégique, on le mettait dans une place de paraplégique. Par exemple, quand il y avait un cocktail, il était sur son fauteuil roulant, et c'est un peu ce que tu dis sur les aménagements, et bien tout le monde est en train de manger son cocktail, en disant, alors ça va bien, etc. Comme s'il était à une place qu'il ne voulait pas. Est-ce qu'on aurait pu monter son fauteuil ou le mettre sur une estrade, ou j'en sais rien, mais c'est ça qu'il dit. Dans le fond, dès qu'on vous met une place, on vous assigne à une place qui n'est peut-être pas la vôtre. Quand ma fille, le plus beau bébé du monde, est née, mes amis ont eu un petit garçon, tous les deux médecins, les parents. Le petit garçon s'est trouvé sourd. On dit sourd-muet, en fait il n'est pas muet, il a un autre langage, mais il est sourd. Comme ses parents étaient médecins, ils ont vu un médecin spécialiste pour la prise en charge des enfants sourds, pour savoir comment, etc. Et ce médecin a osé leur dire, histoire vraie, il a de la chance que vous soyez médecins tous les deux, donc vous allez bien vous occuper de lui, vous avez un certain moyen, parce qu'au moins on en fera peut-être un fraiseur-tourneur. Alors les fraiseurs-tourneurs à l'époque, c'est ceux qui refaisaient les tambours de frein, vous savez, quand c'était les pièces. Mais c'est une honte pour les fraiseurs-tourneurs, en quoi ce serait honteux. Et deuxièmement, et pourquoi on l'assignerait? Il est pharmacien. Vous voyez que le danger, et Murphy le disait bien, c'est d'assigner une place. Tu es handicapé, voilà ce que tu vas faire. Et dans tous les ESAT, etc., où vous les connaissez sûrement, il y a ce petit risque, je dis bien petit, puisqu'on essaie de trouver ce qui épanouit le plus les personnes en situation de handicap, même mentaux. Mais quand même, on a un petit danger de s'occuper de leur place. Premier risque. Le deuxième risque que tout le monde connaît aussi, c'est Amartya Sen, qui dit dans le fond ce que je viens de dire. Lui, c'est intéressant, la capacité, il dit, c'est l'aptitude à réaliser, mais pas forcément la réalisation. Je vous donne un exemple, on parlait de la chrysalide, ils avaient fait un témoignage où des gens de l'Opéra d'Aix venaient apprendre, notamment un enfant dit autiste, alors je ne sais pas ce que c'est, qui n'arrivait pas à parler, leur apprendre à chanter de l'opéra, du lyrique. Et bien, ils y sont tellement bien arrivés qu'il y a une petite vidéo de 7 enfants qui ne parlaient pas. Et bien, ils chantent, alors ils chantent comme il peut chanter, mais ils chantent un peu rigoletto, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'arrive pas à chanter l'opéra, donc il ne réalise pas. Mais il a une aptitude
à vouloir et à commencer à chanter. C'est ça qui est intéressant, c'est l'aptitude, c'est pas le résultat, c'est pas la réalisation, c'est ce que dit Amartya Sen, ça s'oppose au mesurable, ça se rapproche de l'intériorité de l'être. J'ai envie, ça vous arrive à tous, vous avez peut-être une envie d'être écrivain, et vous n'avez rien écrit, ou 3 petits trucs que vous trouvez ridicules, mais ça fait rien, vous l'avez fait. C'est ça que dit Amartya Sen. Et je crois qu'une personne en situation de handicap, il faut l'encourager, quel que soit son état de handicap, à essayer d'agir, même si le résultat ne vaut rien et qu'il n'est pas évaluable. Et enfin, le dernier, tout le monde le connaît, c'est notre ami Boris Cyrulnik, qui m'agace un tout petit peu, parce que dans la résilience, ça veut dire que ceux qui n'ont pas réussi à rebondir, vraiment, ils sont nuls. Vous savez que dans le cancer, on emploie souvent des mots guerriers. Il faut se battre, vous allez vaincre la maladie, et tout, mais c'est complètement idiot. Le cancer, il va vous tuer, ou à peu près, il va vous pourrir la vie longtemps, même si on a des rémissions très longues, et tant mieux. Mais donc, c'est pas ça, c'est apprendre à vivre avec. C'est pas pareil. Je crois que rebondir, et je taquine un peu Boris en disant que deux philosophes ont insisté. Le premier, c'est Nietzsche, tout ce qui nous arrive nous renforce. Je dirais, c'est pas la peine qu'il vous arrive des malheurs pour être fort, hein. C'est un peu ridicule. Et Sartre, par contre, c'est intéressant, c'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est ce qu'on peut faire de ce qui nous arrive, c'est exister. Et je crois que quel que soit ce qui nous arrive dans la vie depuis notre naissance jusqu'à notre mort, oui, on peut toujours, chacun selon son sens, donner du sens à notre vie, c'est-à-dire exister. Et je vous répète que la Piana Gardanne arrive à le faire, à le donner à des personnes dont la temporalité est très courte. Alors, comment va faire le soignant ? Ben, je crois qu'on l'a dit, hein, pas de répulsion. Le handicap, c'est une inquiétante étrangeté. Je pourrais être comme lui, il ressemble à rien, il me dégoûte. Eh ben oui, ok, il ressemble à rien. Il a un petit côté répulsif, mais attention, j'en fais quelque chose. Et je crois que c'est fondamental de les sensibiliser. C'est la reconnaissance. Je te reconnais comme un être humain. C'est presque sublimé en gratitude. Merci de me montrer qu'un être humain peut être abîmé, peut être malade, peut être etc. Puisque c'est notre humanité commune. Oui, on n'est pas idéaux ni rien. Évidemment, on laisse la place, je vous l'ai dit. On regarde son humanité. Et soigner, c'est prendre en charge. Alors, pardon Pascal, plus que prendre soin, puisque je répète, on peut prendre soin d'un objet ou d'un animal, mais on ne peut pas prendre en charge un animal ou une télécommande. Du moins, c'est plus compliqué. Et dans la prise en charge, il y a une responsabilité morale. C'est lourd, c'est compliqué. Vous avez des malades qui pèsent 20 kilos tout habillés, des enfants, et dont on dit c'est un gros malade. Hein. Il est lourd, hein. Mais il n'est pas lourd, vous pouvez le prendre à la main, etc. On voit bien que l'impression de prendre en charge, ça engage ma responsabilité morale, ce que fait rarement le mécanicien qui dit cette petite voiture, quand même, elle est très lourde. Hein. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et pour conclure cette longue chose, je vous dirais que la médecine est une médiation. C'est quoi une médiation ? C'est je prends quelqu'un qui n'habite pas bien le monde, quelles qu'en soient les raisons, et nous parlons ici du handicap, même s'il n'en a pas conscience. Et je vais essayer, moi soignant, dans son accompagnement, dans sa prise en charge, de lui permettre de ne plus être malade. Avec quels moyens ? Eh bien, ma technicité, et c'est important ce que tu as dit, la prévention notamment, je pense on avait fait un colloque sur la stomato des malades handicapés mentaux qui était une catastrophe, et il y avait à Marseille, il y a un groupe qui s'appelle, je crois, Andidan, hein, qui est remarquable, etc. Voilà. Donc, j'utilise ma technicité, j'utilise mon humanité toujours, et j'arrive à le rendre non malade sans avoir changé son état. Pour vous parler de moi, après mon accident, je me suis trouvé malade. Impossibilité d'exister dans le monde avec un bras paralysé, la vie n'a plus de sens, etc. Ça a duré quelques mois. Ils ont essayé de me faire des choses, tant mieux, bravo, ça n'a pas marché, mais il fallait tenter le coup. Beaucoup d'humanité, beaucoup d'accompagnement. Je suis plus du tout malade, mais mon état n'a pas changé d'un demi-iota. Donc c'est pas l'état qui compte, c'est est-ce que dans cet état, si on m'aide, si on m'accompagne, je peux continuer de donner du sens à ma vie. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Non, parce que nous ne sommes que des remédiateurs, c'est l'étymologie du mot remède. On n'est pas le bon Dieu, ça marche pas à tous les coups. Vous avez des handicapés, des cancéreux, des diabétiques, des arthrosiques, des paralysés qui n'accepteront jamais, ou des personnes âgées, qui n'accepteront jamais l'état dans lequel ils sont. On ne peut rien faire pour eux, si ce n'est de compatir avec humanité, mais ce n'est pas la peine de se mettre le challenge trop, ça ne marchera jamais. Mais c'est rare.
Et alors du coup, la conclusion, la personne handicapée n'est pas malade définitivement, ponctuellement oui, ça n'est pas non plus une sous-personne, vous l'avez compris. Notre regard et notre attitude, ça doit être comme une neutralité, je ne juge pas ton handicap, je juge ton humanité qui est au-dessus de tout ça, donc bienveillante évidemment. Personne n'a envie de martyriser quelqu'un à l'hôpital ou alors on change de métier. Hein. On ne se lève pas le matin en disant pour que j'en massacre 2 ou 3. Évidemment, on va chercher à lui permettre de trouver sa place, ce qui ne marche pas à tous les coups, mais qui marche quand même très souvent si on s'en occupe bien. Et dans le fond, c'est une société qui fait ça, on peut dire qu'elle montre son degré de civilisation. Une société qui s'occupe de ces personnes vulnérables, qui s'occupe de ces morts, passons, qui sont plus vulnérables, mais qui s'en occupe, qui s'occupe de ces personnes vulnérables, ces personnes handicapées, c'est une société, c'est à la mode, disait Castoriadis, qui montre son niveau de civilisation. Castoriadis, athée, marxiste. Donc il n'y a pas de théologie là-dedans, bien sûr. Le handicap, c'est une personne ordinaire. Les Jeux paralympiques nous l'ont montré, et même étonnamment, hein, je ne sais pas si vous avez vu ce nageur brésilien qui ressemble à rien, hein, je pèse, qui est ahurissant, quoi. Hein. Moi, ça m'a scotché, ce truc. Je suis même allé à Paris voir quelques compétitions de handicap. C'est scotchant. On dit, mais c'est pas possible. Mais le danger, quand même, c'est de dire, c'est un peu Boris Cyrulnik, eux, ils sont arrivés à surmonter leur handicap. Mais tous les inconnus, les anonymes, il faut les respecter au même niveau, même s'ils n'ont rien gagné. Petit danger, évidemment. Alors, je vous ai montré Petrucciani, Stéphane Hawkins, il y en a plein d'autres. Stéphane Hawkins, maladie de Charcot pendant 30 ans, quasi tétraplégique, il parlait sur un ordi, c'est pas une vie, ça ressemble à rien. Il a eu sa vie, il a donné son sens, il a eu la même vie que nous. Hein ? Exactement. Et on peut donc dire, évidemment, que la personne handicapée doit être reconnue, non pas comme une simple reconnaissance, etc., vous êtes paraplégique, vous êtes ci, mais comme une personne humaine totale. C'est ce que appelle un sticker qui s'occupe beaucoup du handicap comme un aveu. Un aveu, c'est « j'admets, je conviens que tu es une personne humaine à part entière », sans faire de philosophie trop compliquée. Et on peut donc dire la conclusion de la conclusion, ça je vous l'avais dit, et le mal, c'est l'absence de pensée. À Marseille, comme à Avignon, comme à Paris et comme ailleurs, plus on pense, moins on fait mal. Et je vous remercie. Bravo.